Lundi 13 octobre, c'est l'heure de votre JT sur Val-de-Loire TV, présenté par Hélène Chaplet. Bonsoir Hélène. Bonsoir Aurélien, bonsoir à tous. Juste avant les titres, un point sur votre météo de demain. Et bonne nouvelle, c'est un beau temps qui est attendu pour toute la journée de demain. Dans nos deux départements, des températures plutôt douces pour la saison. La minimale sera de 8 degrés et la maximale de 20 degrés. À la une de ce journal, cette question: que faire des anciens hangars militaires et des deux souterrains de l'ancienne base aérienne 705 située à côté de l'aéroport de Tours? S'il y a des porteurs de projets pour rendre les lieux vivants et attractifs, qu'ils se manifestent maintenant. Le SMADET, propriétaire de cet ancien site militaire, cherche à développer un projet cohérent et viable économiquement. Le cancer du sein est le cancer le plus fréquent en France et représente la première cause de décès par cancer chez la femme. Pris à temps, il peut être très bien traité, mais pour cela, il faut se faire dépister. Un message rappelé à l'occasion de la campagne de communication Octobre Rose. Enfin, la 119e édition du Paris Tour a vu la victoire de Matteo Trentin. À 36 ans, l'Italien est devenu le plus vieux vainqueur de l'histoire de la course. Et cette année, il a franchi la ligne d'arrivée boulevard Béranger. Une petite nouveauté. Et puis notre séquence, on vous répond avec une question de saison. Comment se débarrasser d'un rhume rapidement? Notre pharmacien Maxime Baudouin sera sur notre plateau dans quelques instants. Mais vous en parlez en titre pour démarrer. Allouer 4 hangars de 425 mètres carrés sans fenêtre juste à côté de l'aéroport de Tours. Telle pourrait être la petite annonce du syndicat mixte de l'aéroport Tours Val-de-Loire, propriétaire de ces anciens hangars militaires. De 2 souterrains, tout cela réparti sur 7 hectares de terrain. L'idée, c'est de trouver un porteur de projet qui aurait une idée pour faire de ce site atypique un nouveau lieu de vie. Plus d'explications dans ce reportage de Faustine Luneau. D'ici quelques mois, ces grilles n'existeront plus. Sur ce site, anciennement militaire et aéronautique, plusieurs hangarettes accueilleront bientôt des activités civiles. Le SMADET, le syndicat mixte propriétaire de l'aéroport de Tours, a lancé un appel à manifestation d'intérêt. Il espère séduire des porteurs de projets prêts à s'installer ici, car il faut dire que le lieu est unique. Donc c'est un abri en béton avec une porte de 125 tonnes environ. Au fond de la hangarette, il y a une sorte de cheminée qui était là pour faire échapper les gaz d'échappement des avions de chasse qui démarraient. Car construits dans les années 60, ces hangars faisaient partie de la base aérienne militaire 705. Aujourd'hui, il faut faire preuve d'un peu d'imagination, mais le public pourra bientôt venir ici. C'est en tout cas ce qu'espère le SMADET, en faire une zone d'activité ouverte tout en gardant l'esthétique de la base aérienne. L'idée, c'est que les porteurs de projets puissent aménager comme ils le désirent ce bâtiment, qui est aujourd'hui d'un seul tenant, mais selon leur objectif, si c'est des bureaux, si c'est des salles même de spectacle ou des salles pour réunir du public, ça peut être un restaurant. On peut imaginer de cloisonner. Et des hangars comme celui-ci, prêts à être transformés, il y en a 4, ainsi que 2 bunkers souterrains qui servaient autrefois à abriter les équipages et les mécaniciens en cas d'attaque. Certains militaires seraient même restés cachés ici jusqu'à 15 jours d'affilée dans le cadre d'entraînement. Là, on est dans le centre de commandement. Donc vous allez voir, il y a encore les tableaux de mission. Oui. Donc tout le confort moderne, les toilettes. Là, les cartes de France avec les bases aériennes opérationnelles à l'époque. Les tables à cartes. La description d'une dernière mission d'entraînement qui est restée intacte sur le tableau. Depuis 2021, ces terrains militaires ont été transférés au SMADET et servaient de stockage de temps en temps pour l'activité aéroportuaire. Mais cette année, le choix a été fait de le déclasser aéronautique pour demain peut-être en faire aussi un parc public. La zone des hangarettes, c'est cette zone-là. C'est aussi 7 hectares et demi de végétation autour, d'espaces verts, de promenades. Donc ça peut être aussi un lieu où les gens viennent se promener le week-end ou quand ils le souhaitent. L'objectif du SMADET, une installation des nouvelles activités courant 2026. La sélection des projets devrait se faire en février. Et pour candidater à cet appel à manifestation d'intérêt, il faut se rendre sur le site du SMADET dans la rubrique « Commande publique ».
Toujours sur cette thématique de l'urbanisme, on va prendre la direction du quartier de la Rabière à Jouer-les-Tours. Là-bas, la Tour Pradier, un immeuble de 8 étages, vit ses dernières heures. Le bâtiment qui date des années 70 doit être démoli en janvier prochain. En attendant, pour éviter le gaspillage des matériaux, les anciens locataires et des entreprises du bâtiment étaient conviés la semaine dernière à venir récupérer sur place ce qui pouvait encore servir. Le point avec Louis Marmion. Des portes, des interphones ou encore des barricades de balcons récupérées pour une seconde vie. C'est l'opération qui est en train d'être menée à la Tour Pradier, à côté du stade Jean-Bouin. Une mission assurée par Socotec, chargée de la redistribution des matériaux. On a procédé, nous, à une évaluation dans le cadre de notre diagnostic de la quantité de produits, matériaux, équipements qui pouvaient bénéficier de cette seconde vie, puisqu'ils étaient encore dans un état de fonctionnement intéressant. Et on a ouvert un formulaire de réservation. Les locataires avaient la possibilité de réserver sur différentes gammes de produits une certaine quantité de matériaux. Avant la déconstruction de la tour, Val Touraine Habitat a pensé à ses locataires. L'association La Régie des quartiers de Jouer-les-Tours en a profité pour récupérer quelques matériaux. Là, on vient récupérer des éviers, des portes, parce qu'on a souvent des demandes de locataires pour ensuite faire ces travaux chez eux, en fait. Alors, lorsqu'ils cassent, par exemple, la vitre de leur porte de salon, nous, derrière, en récupérant du matériel, on peut changer leur porte. Un bâtiment vidé et des matériaux sauvés, Val Touraine Habitat pourra ainsi procéder à une phase de déconstruction un peu particulière. Il y aura un instrument, une espèce de pince géante qui viendra grignoter au fur et à mesure le bâtiment. Mais pour les étages supérieurs, ça va se faire de l'intérieur et pour qu'il n'y ait pas de projection vers le tramway. Puisque c'est ça la contrainte principale, c'est qu'on ne doit pas, il ne faut absolument pas que le tramway cesse son activité. Un projet qui représente un investissement d'environ 2 millions d'euros et une démolition prévue pour janvier 2026. Et puis la France a donc un nouveau gouvernement, ce depuis dimanche soir. Le Premier ministre Sébastien Lecornu a présenté sa nouvelle équipe composée de 34 ministres. Mardi, il doit faire son discours de politique générale devant l'Assemblée nationale et présenter la première copie de son budget pour 2026. Mais déjà, ce nouveau casting pourrait avoir du plomb dans l'aile avec les motions de censure déposées aujourd'hui par LFI et le RN. Écoutez à ce propos Roger Chudeau, député RN du Loir-et-Cher, ainsi que 2 autres députés de notre territoire. Désormais, nous censurons tout gouvernement jusqu'à ce qu'enfin le président de la République se décide à faire ce que tout le monde attend de lui, soit dissoudre l'Assemblée nationale, soit partir. Mais enfin ça partir, j'y crois pas trop, mais dissoudre l'Assemblée nationale. On va pas continuer comme ça pendant 18 mois. Enfin, c'est pas imaginable. Donc nous pensons qu'avec la censure qui se profile à l'horizon, qui aura lieu soit jeudi, soit dans quelques semaines à l'occasion de l'examen du budget, nous pensons que le président sera enfin au pied du mur et qu'il dira « bon, allez, allons-y, c'est encore le meilleur moyen d'en sortir ». Espérons-le, espérons que la raison triomphe, quoi. S'il est impossible de renommer un nouveau gouvernement sans avoir la certitude qu'il tiendra plus de 15 jours, je crois qu'il faut dissoudre. Dans ma circonscription, ça sera extrêmement compliqué au regard du poids du Rassemblement national, qui risque, en cas de dissolution, de gagner cette circonscription. Je pense non pas à mon siège, mais je pense à la France. Et si les Français estiment à un moment, parce que c'est devenu ingouvernable, qu'il faut une dissolution, eh bien, procédons à la dissolution. Espérons que le prochain gouvernement constitué sera un peu plus solide que celui-ci. C'est quand même normal qu'on défende un minimum de nos idées, qu'on demande à ce que dans le budget du pays, il y ait quand même une trace des choses qu'on défend. C'est ça un compromis. Et donc, peut-être que si on n'a pas de compromis, s'il n'y a pas de concession, s'il y a toujours cette obstination sur les retraites, sur les autres sujets, on sera obligé de censurer. Et peut-être en effet que cette censure provoquera une dissolution risquée. Mais au nom de ce risque, on ne va pas non plus être le seul parti à renoncer définitivement à ses idées. Politique toujours à 5 mois du premier tour des municipales. Certains candidats continuent d'avancer leurs pions. C'est le cas d'Henri Alfondari à Tours. Le député du parti Horizon et qui entend bien conquérir la mairie a officiellement inauguré sa permanence de campagne samedi, place des Halles. Un lieu qui se veut ouvert à tous pour s'informer ou proposer des idées. Vous savez, c'est un petit peu comme le commerce. Ce qui compte, c'est l'emplacement, l'emplacement, l'emplacement. Vous avez un endroit où il y a énormément de passages, où il y a 2 marchés qui sont les 2 marchés principaux de la ville. Bien sûr, il y a le marché Coty, il y a d'autres marchés. Mais
c'est l'endroit le plus identifié de la ville, et donc c'est important d'y être. Et au-delà de ça, moi c'est un endroit où je vais depuis que je suis tout petit, les Halles. Je suis aussi content d'y être, tout simplement. Allez, santé à présent, c'est le cancer le plus fréquent chez la femme. Le cancer du sein touche une femme sur 8. Pourtant, aujourd'hui, 1 sur 2 ne se fait pas dépister. Et ce, malgré un examen remboursé par l'assurance maladie à partir de 50 ans. Alors, pour sensibiliser à cette réalité, des marches sont organisées un peu partout. Dans le cadre d'Octobre Rose, Arnaud Potier a suivi un groupe du côté de Loches, un événement organisé par l'ancienne députée Sophie Oconi. Du rose partout sur les sentiers autour de Loches, un groupe de 45 participantes randonne sur 14 km avec plus ou moins du bon équipement, mais toujours pour la même cause, la lutte contre le cancer du sein. Le dépistage à fond. En faisant dépister, on a plus de chances de guérir si malheureusement il y a un début de cancer. Solidarité pour toutes celles et ceux aussi, qu'on n'oublie pas, qui se battent au quotidien pour ça, qui ont ou qui malheureusement un jour auront affaire à ça. Cette marche rose, c'est aussi un moment de partage et de convivialité, l'occasion de se raconter des histoires parfois touchantes, comme celle d'Emmanuel qui a découvert une boule au niveau de son sein droit simplement grâce à l'autopalpation. On m'a détecté en fait effectivement un cancer rapidement. J'ai été opérée 3 semaines après et ensuite, comme c'était un cancer hormonal, j'ai aussi eu de la radiothérapie. Et en fait, j'ai eu de l'hormonothérapie pendant 5 ans et on m'a annoncé il y a à peu près 15 jours que j'étais en rémission complète. Au-delà de la marche, l'objectif est clair, sensibiliser les femmes, en particulier les 48% âgés entre 50 et 74 ans qui ne se font pas dépister. Sophie Oconi, organisatrice de l'événement, continue de se battre pour un dépistage plus précoce et donc un traitement plus efficace. Avec la préfecture et la sous-préfecture de Loches, nous avons travaillé à l'idée de créer un mammobus qui ira dans la ruralité. C'est l'idée du aller vers les patientes, permettre à des patientes de passer des mammographies dans un bus sans avoir de rendez-vous préalable et sur un bus qui arrive sur la place de la mairie. Après l'effort, le réconfort comme on dit, et si vous voulez participer aux prochaines marches, il y en aura d'autres d'ici la fin du mois. Toutes les infos sont sur le site de la Ligue contre le cancer. Allez, place à notre rubrique On vous répond à présent avec notre invité, notre pharmacien Maxime Baudouin. Pour répondre à cette question, comment se débarrasser d'un rhume rapidement? Bienvenue Maxime sur notre plateau ce soir, ravi de vous accueillir. Alors le rhume, ce fidèle compagnon de l'automne et de l'hiver qui débarque sans prévenir, squatte votre boîte à mouchoirs et s'invite à toutes nos réunions, y compris dans notre rédaction. Aujourd'hui on va en parler sérieusement évidemment, mais avec le sourire. D'abord, on va repréciser les choses. C'est quoi un rhume exactement Maxime? Un rhume, c'est une infection virale en fait, qui peut être donnée par une multitude de virus, mais surtout des rhinovirus. C'est pour ça qu'on appelle ça une rhinopharyngite, en termes un peu plus médical. Les symptômes, on les connaît tous. C'est le nez qui coule, le nez bouché, la gorge qui peut être irritée, fatigue, parfois un petit peu de fièvre. Et les symptômes durent entre 5, 7, 10 jours au maximum. La question que j'ai posée, comment se débarrasser d'un rhume rapidement? Est-ce que justement il y a des astuces miracles pour s'en débarrasser en 1 ou 2 jours? Non, il faut être patient en fait. Il faut être patient. En fait, tous les conseils qu'on va donner ce soir permettront d'améliorer le confort pendant la phase d'infection, de réduire peut-être d'1 ou 2 jours. Mais finalement, en fait, la durée des symptômes reste toujours à peu près la même. Vous êtes venu avec une trousse de premier secours, une trousse un peu idéale, comment on peut dire ça? On peut dire avec une trousse des essentiels, on va dire des mots de l'hiver. Et on va tout noter, on va les donner notamment à Faustine Luneau, notre journaliste qui est totalement enrhumé, vous l'avez entendu dans des sujets. Qu'est-ce qu'il faut avoir chez soi quand on est enrhumé et comment... c'est quoi la posologie pour utiliser? Disons que si on reprend les 4 symptômes, en fait, pour le nez bouché, on va être sur des sprays d'eau de mer, ça c'en est un exemple, mais spray d'eau de mer ou des petites pipettes de sérum phi pour nettoyer le nez. Matin et soir? On peut le faire 2 à 3 fois par jour. Après, l'idée, on peut associer ça aussi avec des huiles essentielles. On peut faire un peu remède de grand-mère. On prend une coupole avec de l'eau un peu tiède, on met des mélanges d'huiles essentielles. Voilà, on vient mettre le visage au-dessus. Donc ça fonctionne vraiment, c'est pas une légende. Ça fonctionne à condition de ne pas avoir de contre-indication avec les huiles essentielles. Mais parfait. Dans ce cas, votre pharmacien vous donc eau de mer avec ou pas des huiles essentielles. Ensuite, il y a tout ce qui est Doliprane, j'imagine. Pour la fièvre, voilà, ce sera tout ce qui est Doliprane, Dafalgan, Efferalgan, tout ce qui est des spécialités à base de paracétamol. Ça, on est sur 1 toutes les 4 à 6 heures.
Après, pour le côté maux de gorge, c'est le naturel, ça reste quand même le miel la référence. Ça va être apaisant, antibactérien, antiviral. On va avoir des pastilles, pareil, dans la même idée, qui vont être sur une base de miel, citron, différents goûts. Voilà. Pendant un moment, certains médicaments, je vais le nommer, notamment le Fervex, était décrié. C'est toujours le cas, ce genre de médicaments-là? Il y a des médicaments en fait, qui contenaient des vasoconstricteurs qui sont maintenant sur ordonnance. C'est ça, c'est plus en libre service. Ceux-là sont plus en libre accès puisque leur efficacité en fait, était vraiment pas significative dans les symptômes, mais par contre les risques étaient vraiment présents. Donc ceux-là sont toujours sur ordonnance. Le Fervex, lui, est sans ordonnance. On peut l'utiliser. Alors il y a quand même pas mal de contre-indications avec le Fervex. C'est comme les médicaments comme le Donormil en fait, qui sont en libre accès, mais qui finalement ont pas mal de contre-indications, notamment chez l'homme s'il y a des problèmes de prostate, s'il y a de la tension dans les yeux. Enfin, il y a quand même pas mal de choses. Il faut être assez vigilant sur l'utilisation de ces médicaments, notamment sur le fait que de toute façon, ça ne permettra que de réduire de 1 ou 2 jours. On améliorera le confort, mais pour la prise de risque, parfois, ça n'est pas utile, quoi. On est au bout de notre entretien. Est-ce qu'il y a d'autres choses à retenir de sa petite trousse pharma spéciale non, anti-rhume? Je pense que ce qu'il faut aussi retenir, c'est l'hydratation. En fait, souvent dans les infections comme ça, les maux de l'hiver, on est très déshydraté. Il faut bien penser à se réhydrater. Voilà, des soupes, des bouillons. Éviter l'alcool, qui aura lui tendance à déshydrater. Mais voilà, l'état d'hydratation, une bonne hygiène nasale, je pense que déjà on reste au chaud plutôt, on essaye. Oui, on reste au chaud, ouais. Merci beaucoup Maxime Baudouin d'être venu sur notre plateau avec cette trousse pharma pour nous aider face au rhume. Hélène, l'uniformité ou le Made in China sont leurs pires ennemis. Les artisans d'art subissent actuellement les effets de la baisse du pouvoir d'achat des consommateurs. Eux qui proposent des objets uniques ont du mal à les commercialiser. La faute à la concurrence déloyale des pays émergents qui proposent de tout à prix cassé. À Bracieux, une nouvelle boutique artisanale vient pourtant d'ouvrir ses portes, bien décidée à tirer son épingle du jeu. Regardez. Depuis juin dernier, Aurélia s'occupe de cette boutique d'artisans ouverte à Bracieux. Elle est elle-même créatrice de bijoux depuis 2021. Après un week-end d'exposition à Romorantin, elle doit réinstaller ses créations dans son espace réservé. Ces artisans locaux exposent ici, chacun avec son univers. L'idée, c'est de mettre en avant les artisans de chez nous, mais aussi de les mettre en rapport entre eux pour créer plus d'entraide. On veut proposer à un maximum d'artisans d'avoir la possibilité de participer à la boutique. Et aussi bien pour les clients, avoir une nouveauté régulièrement. Donc on a mis en place un système de rotation tous les 4 mois avec des appels à candidature. Donc un artisan tout fraîchement arrivé va rencontrer 14, 15 autres personnes qui sont déjà peut-être dans le milieu de l'artisanat depuis longtemps. Depuis la crise sanitaire, les créations d'entreprises dans l'artisanat d'art n'ont jamais été aussi importantes. Un boom de l'économie créative qui doit faire face aujourd'hui à la baisse du pouvoir d'achat des consommateurs. Tous ces objets faits main ont évidemment un coût bien supérieur au Made in China. Et si j'ai une création chez un artisan qui me plaît réellement, que j'ai un artisan où j'ai un coup de cœur, je sais que je vais économiser pour pouvoir m'offrir une de ces créations parce que je sais qu'elle va me durer des années et que ça va être un achat réfléchi en fait. Quand le client il vous achète quelque chose, c'est vraiment, il vous achète, oui, la création parce qu'elle lui plaît, mais aussi l'échange que vous avez eu avec le créateur. La boutique est sur un bail précaire d'1 an. Un bilan sera fait au premier trimestre 2026 pour voir si l'aventure se poursuit. Un beau reportage d'Hélène Chaplet qui était enrhumée à ce moment-là. Un mot de sport à présent, car ce dimanche se tenait la dernière grande course professionnelle de la saison, Hélène. La classique Paris Tour, avec une petite nouveauté pour cette 119e édition. L'arrivée habituelle sur l'avenue de Gramont a été déplacée boulevard Béranger. Un changement lié à l'arrivée du tram qui a fait le bonheur du coureur italien Matteo Trentin, qui remporte son 3e Paris Tour. Arnaud Potier. Certains étaient là tôt, curieux de découvrir la nouvelle arrivée boulevard Béranger. Et après le passage des coureurs espoirs, beaucoup s'étaient déjà fait un avis. C'est peut-être un peu mieux parce que tous les bus, etc., je vois qu'ils sont sur la ligne d'arrivée. Donc c'est plus facile pour voir les différents coureurs s'il y en a qui passent dans le coin. C'est pas mal aussi. C'est différent, le cadre est différent, mais c'est pas mal non plus. Apparemment, les gens apprécient de la même manière. Donc on a l'impression de mieux voir la longue ligne droite qui fait à peu près 800 mètres. Donc encore une belle édition qui va arriver.
Pour certains, cette arrivée ne change rien. Elle réunit selon eux les mêmes caractéristiques que l'avenue de Grammont. Résultat, pas d'impact sur l'aspect sportif de cette 119e édition de Paris-Tours. Moi, je ne pense pas que ça change réellement la physionomie de la course. On est sur une ligne droite qui reste similaire à l'année dernière, de la même largeur. Je ne pense pas qu'il y aura de grands changements, du moins pour cette arrivée. Comme maintenant, ils n'arrivent plus en gros peloton, en théorie, donc ça ne devrait pas poser de problème. Mais avant les pros, ce sont les espoirs qui ont eu le droit à leur moment. Un sprint massif sur la grande ligne droite de 800 mètres, un final spectaculaire et un retour globalement positif. C'est une bonne arrivée, franchement il y a de la place, on peut sprinter, on peut bien sprinter, on peut passer, il y a de la place partout. Donc ouais, pour moi je trouve que c'est une très bonne arrivée pour faire un beau sprint, je suis content. Du côté des pros, c'est un petit groupe de 6 coureurs qui s'est finalement disputé la victoire. Un peu plus tôt, le local Thibaut Gruel, accompagné de l'ancien champion de France Paul Lapéra, s'était échappé à 36 km de l'arrivée. Repris dans les tout derniers mètres, il voit la victoire leur échapper au profit de Matteo Trentin. Thibaut termine 5e, forcément c'est frustrant. Ouais, quand on a la possibilité de jouer la gagne, surtout sur Paris-Tours et en étant de Tourangeau, donc c'est vrai qu'il est déçu. L'échappée lui est passée tout près, la victoire pardon tout près. Donc voilà, après on aurait eu ce scénario là au départ, on aurait peut-être signé, mais voilà, faut pas avoir de regrets, on a tenté, ça n'a pas marché, mais il reviendra pour gagner Paris-Tours. Le jeune espoir de 21 ans clôt malgré tout la saison sur un bilan positif. Ouais, il progresse, c'est un jeune qui est en phase de développement, mais qui a un très bon niveau, et qui a déjà gagné des courses et qui va en gagner d'autres. 17h30, les vélos sont nettoyés, les coureurs déjà dans les bus. Les équipes s'apprêtent à quitter Tours en laissant derrière elles une 119e édition de Paris-Tours, encore une fois épique. Et c'est la fin de ce journal. Merci Hélène Chaplet. Merci Aurélien Legendre. Très bonne soirée à vous. Dans un instant, Romain Delville, le journal des sports. Et nous, on vous donne rendez-vous demain à 17h50 pour un nouveau numéro de Val de Roi en direct. À demain. À demain.